Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans notre première édition de notre émission Kalam 2.0. Nous sommes aujourd'hui en la compagnie de M. Farid Lehbil, directeur de l'École nationale des sciences appliquées d'Oujda. Un bref résumé de son parcours. Après avoir étudié en France, il intègre en 1992 l'Institut national des postes et télécommunications où il occupe après un temps le poste de chef de département télécommunications. Enfin, il finit par devenir en 2018 le directeur de l'École nationale des sciences appliquées d'Oujda. Notre question: à quoi doit-il ce virement de bord? D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à votre émission Kalam 2.0, c'est ça? Merci beaucoup. Et effectivement, après avoir terminé mes études en France, j'ai immédiatement intégré l'Institut national des postes et télécommunications de Rabat. Et donc, j'y ai fait toute ma carrière jusqu'en juillet 2018. Et là, je suis nommé directeur de l'École nationale des sciences appliquées d'Oujda. Alors, vous savez, moi, je suis natif de Tafouralt, c'est à 40 km d'Oujda. Je suis bien dans ma région et je suis très content de servir l'École nationale des sciences appliquées d'Oujda. D'après votre temps passé à l'INSAO, monsieur, quels sont les défis à relever par notre école? Je pense qu'à l'instar des autres écoles d'ingénieurs, les principaux défis à relever sont d'abord le défi de la transformation digitale, qui est en train de modifier complètement nos modes de vie. Et il est aussi en train d'apporter des changements profonds au niveau de tous les modèles socio-économiques, culturels, voire même cultuels. Donc nous avons besoin d'appréhender cette transformation au lieu de la subir. Le deuxième défi, c'est celui de la mutation rapide des métiers, surtout les métiers de l'IT. Ce sont des métiers qui évoluent très rapidement. Et je souligne aussi que tous les métiers, sans exception, sont concernés par la transformation digitale et par leur mutation. Et puis, le dernier défi, je pense, c'est le défi de l'attractivité. C'est-à-dire que nous avons besoin de rendre notre école attractive, de faire en sorte que les meilleurs étudiants puissent venir s'inscrire dans cette école. Et pour cela, nous avons besoin de développer quelques avantages concurrentiels au sein de l'École nationale des sciences appliquées d'Oujda. Alors, depuis votre prise de fonction en tant que directeur, il y a plus de 2 ans, pouvez-vous établir un bilan de vos actions au niveau de la formation de l'élève ingénieur? Un bilan, c'est peut-être un peu court pour établir un bilan en une quinzaine de minutes. Mais je pense qu'au niveau de la formation initiale, nous avions priorisé 2 objectifs. D'abord, renforcer l'adéquation entre la formation et l'emploi. Et le deuxième point était de renforcer les soft skills chez nos étudiants. Alors, pour le premier point, nous avons procédé à une refonte pédagogique par la consolidation des filières qui existent. Et puis, nous avons créé de nouvelles filières dans le digital, notamment data science, cybersécurité, une filière autour de l'IoT. Pour le deuxième point, force est de constater qu'il y a un contraste énorme entre une formation théorique de l'élève ingénieur, globalement assez bonne, et des soft skills qui sont très très faibles. C'est-à-dire que nos ingénieurs fraîchement sortis de l'école ont beaucoup de difficultés de communication, d'aisance relationnelle, de culture géopolitique et donc d'animation de projet. Et nous avons besoin donc justement de travailler ces aspects, c'est extrêmement important. Et pour cela, nous sommes en train de créer des centres d'intermédiation entre l'école et le milieu socio-économique. Ces centres ont pour besoin justement d'inculquer l'esprit d'entreprise chez nos étudiants. Concrètement, un étudiant porteur d'une idée innovante doit être accompagné au sein de ce centre pour prototyper son idée ou carrément aller vers des structures génératrices d'emploi. Donc c'est extrêmement important. Que pensez-vous de l'enseignement à distance? L'enseignement à distance a certainement un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. Alors, bien sûr, tout le monde vous dit que l'enseignement à distance peut apporter des éléments de solution, notamment aux problèmes de massification, surtout dans les facultés. Mais il faut savoir que l'enseignement à distance a d'autres avantages beaucoup plus intéressants au niveau de la qualité de formation, par exemple. Vous savez qu'on dispose aujourd'hui de plateformes d'enseignement à distance
qui seront composés de fonctionnalités extrêmement importantes pour créer des cours attractifs, pour intégrer les nouveaux modes pédagogiques, mais pédagogie inversée, les forums, etc. Donc ça, c'est un avantage. Et puis l'enseignement à distance, c'est aussi l'équité dans l'accès, parce qu'il y a beaucoup de Marocains qui n'ont pas la possibilité d'aller dans des villes universitaires, parce qu'ils n'ont pas de possibilité financière, et donc il faudra leur donner cette opportunité, vous êtes d'accord, justement pour accéder à l'université. Mais il faut savoir aussi que l'objectif de l'enseignement à distance est beaucoup plus large. Pourquoi? Parce qu'il va contribuer à former cette génération de demain, cette génération Z, comme on dit, qui va vivre dans un monde complètement connecté, technologisé, où il y a beaucoup de virtualisation, etc. Donc l'enseignement à distance, il ne faut pas le réduire simplement comment dirais-je, à répondre aux problèmes de la massification, tout simplement. C'était juste pour dire aussi que l'enseignement à distance, ce n'est pas tout simplement mettre des polycopies dans des plateformes, c'est aussi, il y a tout un travail pédagogique, un travail d'ingénierie de formation à développer en amont pour réussir justement ces cours attractifs et pour réussir cet enseignement à distance. Plusieurs étudiants ont choisi l'ENSA pour la mobilité internationale. Nous espérons plus d'efforts pour renforcer cette mobilité. Que fait l'administration de l'ENSAO pour le rassurer? D'abord, il faut savoir que la mobilité est un des axes phares de l'École nationale des sciences appliquées d'Oujda. Nous la développons sans cesse. Alors, bien sûr, l'objectif d'abord, c'est de développer les soft skills de nos étudiants. Et comme je vous dis chaque fois, déjà le fait d'atterrir dans un aéroport européen, c'est déjà des soft skills, d'accord? Ça permet de découvrir de nouvelles méthodes de travail, une nouvelle culture, etc. Et puis, c'est le rayonnement de l'école. Donc, cet échange est très important. Alors, au niveau de l'école, nous avons mis en place une structure dédiée justement au développement de la mobilité et nous avons nommé un professeur très compétent qui a un très grand réseau de connaissances à l'étranger pour développer cette mobilité. Nous progressons sans cesse. Et puis, nous avons aussi le soutien du président de l'université, Mohamed Ier. Voilà donc en ce qui concerne la mobilité, rassurez-vous que c'est un projet important pour l'école et nous continuons ensemble à construire cette mobilité. Je remercie tous les profs, bien sûr, qui contribuent donc à ce projet. Que pensez-vous du potentiel estudiantin ainsi que les projets, événements et les activités que les élèves ingénieurs mènent à l'ENSAO? D'abord, je rappelle que le capital humain étudiant est extrêmement important. C'est inscrit dans la loi cadre 51-17. Et je vous dis sincèrement que les étudiants de l'ENSAO organisent beaucoup d'événements intéressants, d'événements parascolaires. Mais je vous dis sincèrement que l'événement qui m'a marqué, c'était donc il y a à peu près un an, juste avant l'arrivée de la Covid-19. Donc les étudiants de l'ENSAO ont organisé les journées universitaires sportives de l'Oriental. Et donc ces journées ont réuni plus de 500 élèves ingénieurs venus de tout le royaume du Maroc. Et donc, vous avez vécu au sein du campus à Saïdia. Pendant 3 jours, il y avait 0 incident. Donc, vous avez donné un très bel exemple de cohabitation, un très bel exemple de civisme, sincèrement, et vous avez aussi montré vos grandes capacités organisationnelles et d'improvisation. Ça, c'est extrêmement important et moi, je pense que nous devrions travailler encore plus pour, organiser ce genre d'événements et mettre en place des structures qui permettent de dénicher l'excellence chez ces étudiants parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de poètes. Nous en avons vu, hein, vous vous souvenez, des poètes, des sportifs, vous avez organisé des compétitions sportives, etc. Donc, il faut absolument des structures pour dénicher
justement ces compétences chez nos étudiants et nous allons, Inch'Allah, le faire ensemble. Et puis, il y avait aussi la semaine culturelle africaine. Ça, c'est extraordinaire ce que vous avez fait, ce qu'on a fait ensemble, puisque nous étions capables de réunir 18 nationalités. Nous avons travaillé ensemble, nous avons organisé, nous avons communiqué sur notre culture et nous étions capables de réussir cet événement, donc grâce à vos compétences transversales, etc. Comment projetez-vous l'ingénieur de l'ENSA de demain? L'ingénieur de l'ENSA de demain ou de n'importe quel ingénieur sorti d'autre école, c'est pour appréhender les processus industriels et sociaux qui sont très complexes de nos sociétés. Et pour pouvoir le faire, il faut que cet ingénieur soit doté, justement, en plus des compétences techniques, de ce que nous avions appelé tout à l'heure les soft skills, donc des compétences transversales. Donc un ingénieur avec des compétences polyvalentes. Et il faut savoir aussi que cette polyvalence, justement, eh bien, lui permet justement de pouvoir animer plusieurs compétences diverses et donc pouvoir animer et piloter des projets d'envergure. Donc aujourd'hui, c'est cette intelligence collective. On parle aujourd'hui d'intelligence collective, justement, chez nos ingénieurs, pour justement pouvoir stimuler l'innovation collaborative. Voilà, en gros. Parlez-nous des difficultés que vous avez rencontrées à réaliser votre projet. Écoutez, vous voulez parler, si j'ai bien compris, de ce qu'on appelle la résistance au changement. Et vous, en tant qu'ingénieur, je vous renvoie de lire, il y a un acteur, c'est un mathématicien, qui a un peu simulé la résistance au changement au sein d'un ensemble, d'un échantillon d'entreprises. Et il a conclu que lorsque vous voulez apporter du changement au sein d'une organisation, eh bien, vous avez toujours un ensemble de personnes qui résistent à ce changement. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont peur d'être exclus des frontières des compétences apportées par ce nouveau changement. Et puis ils ont aussi peur de sortir de leur zone de confort. C'est tout à fait naturel et humain. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que lorsque cette résistance est accompagnée par des actions violentes, de la diffamation, de la calomnie, de la propagande, qui risque d'impacter très négativement notre école. Ça, c'est pas bien. Voilà. Pour la résistance au changement, non. Globalement, ça a très bien marché. Vous savez très bien qu'il y a plusieurs filières qui sont portées par des enseignants. Il y a beaucoup de projets de développement au sein de l'école. On a ressenti ces 2 dernières années une dynamique au niveau des activités pédagogiques de recherche de l'école. Donc non, le projet est très bien porté par les enseignants et par moi-même, et je suis très content à ce niveau-là. À la fin de chaque épisode, nous dressons un portrait chinois à travers 3 questions. Première question, si vous étiez un métier, lequel seriez-vous? Avocat pour défendre la justice. Deuxième question, si vous étiez une plante, laquelle seriez-vous? Un olivier, parce que j'aime l'huile d'olive. Dernière question, si vous étiez une ville ou un village, lequel seriez-vous? Tafourad, parce que je suis natif de ce village, c'est magnifique, c'est agréable, les gens sont très sympathiques et voilà. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Chers téléspectateurs, notre émission touche à sa fin. Je souhaite d'abord remercier monsieur le directeur de nous avoir accueillis dans son bureau. Je souhaite ensuite remercier Nourprod pour leur soutien et leur collaboration. Ensuite, j'aimerais remercier l'ALENSAO et plus précisément son président, monsieur Wassim El Haoui, pour son soutien constant. Enfin, je souhaite remercier l'équipe qui veille à la réalisation de cette émission. Nous vous retrouvons bientôt avec un nouvel invité sur Kalam 2.0.